Je vais demander, alors il est directeur du technocentre d'Orange, c'est un petit peu la boîte à innovation. Oui, il monte avec un petit peu d'avance, il y a le petit jingle, vous nous l'avez flingué, vous nous avez flingué le jingle. Luc Breton, donc je disais, vous êtes directeur du technocentre d'Orange. C'est alors voilà la boîte, à la fois la boîte à idées, la boîte à innovation. Alors c'est un peu vulgarisé l'histoire, mais c'est tout ce tout ce qui est déjà, tout ce qui est arrivé ces derniers mois dans nos foyers, et puis tout ce qui va venir est déjà à l'étude dans ce technocentre. Vous avez d'abord bienvenue. Merci. Et puis vous avez 15-20 minutes. De toute façon, non, allez, vous avez 20 minutes pour tout nous dire sur ce qui nous attend, dans le fond. Ok, merci beaucoup. Effectivement, le Technocentre, c'est l'usine à produits et services innovants du groupe Orange. Puis j'ai la chance de m'occuper d'une autre entité qui s'appelle Orange Fab, qui est le réseau des 15 accélérateurs de start-up qu'on a de par le monde, dans 15 villes du monde, sur 4 continents. Donc on a le pouls de l'innovation mondiale de manière assez précise, et c'est une grande chance que l'on a. Je suis très content d'être avec vous. Et je suis également président d'un think tank qui s'appelle l'Institut G9+, qui fédère les anciens des grandes écoles et universités françaises et qui vise à promouvoir le numérique en France, et Dieu sait qu'on en a besoin. Alors je vais vous montrer en première photo des gens auxquels je tiens beaucoup, qui sont à Orange Garden, qui est le campus innovation du groupe Orange. Il y a plus de 3000 chercheurs et développeurs d'innovation à Châtillon, en région parisienne. Et là, vous voyez une petite partie d'entre eux qui sont les designers. Lorsqu'on fait de l'innovation dans la tech, en général, il y a beaucoup d'ingénieurs, j'en suis un. Il y a beaucoup de marketeurs, j'en suis aussi un. Mais il n'y a pas souvent, il n'y a pas toujours, en tout cas, des designers. Et c'est eux qui créent des expériences avant de créer des produits et des services. Et l'expérience, c'est ce qui rend l'innovation simple et utile. Et ça, c'est quand même le sel de la vie. Et en particulier, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est arriver à faire que la technologie disparaisse au profit de l'usage. L'équation du succès de l'innovation, moi ça fait 6 ans que j'y suis, ce que j'ai appris en tout cas, c'est qu'il n'y en a pas. C'est une martingale extrêmement complexe. En innovation, vous échouez 99 fois pour réussir une fois, et encore, c'est pas sûr. Mais en tout cas, il faut travailler avec les autres. C'est pour ça qu'on parle d'open innovation. Centré sur l'expérience, je l'ai dit, et sur l'humain, c'est absolument crucial dans le monde dans lequel on vit. Tout va très vite. Je vais traiter, moi, de l'impact de l'IA. Je devais passer ce matin, mais le retard lié à la grève des avions ont fait que j'ai été décalé cet après-midi, ce qui fait que je suis très heureux de vous parler maintenant. Et donc, je vais traiter de 2 sujets. C'est l'impact de l'IA sur l'économie et sur l'innovation. Et je vais vous donner quelques exemples extrêmement concrets qu'on travaille chez Orange. Déjà, en termes d'économie, l'impact de l'IA, on le voit là, c'est qu'en 2006, c'était pas il y a si longtemps, c'était il y a 12 ans, 13 ans, les top capitalisations du monde, les 5 premières, vous les avez en haut. Il n'y avait qu'un seul acteur de la tech, et les autres futurs géants de la tech, ils sont en dessous, et ils étaient relativement faibles. Facebook, à l'époque, n'était même pas une licorne. Vous voyez que c'était quand même un contexte extrêmement différent. 2018, fin 2018, la tech a mis tout le monde d'accord, et qui trust les 5 premières positions? Tous des acteurs de plateforme. Alors, on disait software il y a 10 ans. Il y a quelques années, on parlait d'acteurs de la data, et maintenant on parle d'acteurs de l'IA, puisque tous sont des plateformes d'IA, et les principaux investisseurs américains en IA, puisque là, il n'y a que des Américains. Entre-temps, vous voyez par exemple que mon employeur, qui est Orange, a vu sa capitalisation divisée par 2, comme à peu près tous les acteurs européens, et l'Europe est le seul continent au monde, pendant les 20 dernières années, à ne pas avoir créé de géants de la technologie, ce qui prouve l'absurdité de la stratégie, si tant est qu'elle existe, industrielle de l'Europe en matière de technologie. Et alors, quand vous élargissez le champ sur les capitalisations mondiales, vous voyez que de semestre en semestre, ou de trimestre en trimestre, il y a d'autres drapeaux qui apparaissent au milieu des Américains, mais toujours dans la tech, c'est les drapeaux rouges, les drapeaux chinois. C'est extrêmement marquant comme tableau. Ça, c'était, je m'en souviens, en randonnée cet été, pendant les vacances, Apple qui passe les 1000 milliards de cap, et vous voyez la capitalisation d'Orange juste au-dessus, et vous comprenez pourquoi, quand vous débattez avec ces gens-là, vous pouvez les trouver arrogants. On comprend le poids dans les discussions que vous pouvez avoir avec ces gens-là, qui sont devenus incontournables. En termes de scale-up et de licorne, vous voyez qu'en février 2014, il y avait 45 licornes dans le monde. En février 2015, 84. Fin de l'année dernière, 162. En bleu, c'est les américaines. En orange, ce sont les asiatiques. Et en vert, vous ne les voyez pas, c'est normal. Elles sont plus petites, elles existent. Elles sont peu nombreuses, mais elles existent.
c'est les européennes. Il n'y a qu'une seule française, hein, c'est Blablacar. Donc vous voyez que CQFD, la politique stratégique de l'Europe en matière de tech, est quand même arrivée dans un mur, donc il est temps de réagir. Du coup, ça génère de la monoculture d'usage. Alors ça, c'est les enfants que vous avez probablement comme moi à la maison. Ben, ils utilisent tous, quel que soit le pays, sauf un, la démocratie la plus organisée, la chinoise au milieu. Ils utilisent tous les mêmes interfaces, les mêmes plateformes, les mêmes outils. Ce qui est un peu effrayant. Et puis, on a aussi du mal dans les pays qui sont les nôtres, qui sont des pays anciens, plutôt traditionnels, avec des économies trustées par des acteurs qu'on appelle legacy, hein, historiques, à comprendre que Internet est véritablement en train d'enterrer les usages pour les nouvelles générations, en tout cas classiques de la télévision, du livre ou des magazines. Ça, c'est les courbes d'adoption des nouvelles technologies sur les dernières années. Alors vous avez Uber, Airbnb, JD.com qui est le Amazon chinois. Et vous voyez qu'il y a toujours, quand on se dit Salesforce c'est des barbares, ils ont tué le CRM, Amazon c'est des barbares, ils ont tué le retail, etc. Il y a toujours des nouveaux barbares qui arrivent, qui vont beaucoup plus vite que les barbares eux-mêmes. Donc en fait, barbare et barbare à demi. Et quand vous regardez l'usage des équivalents d'Uber, donc l'utilisation d'un moyen de locomotion à la demande, dans les pays dits riches, donc c'est les courbes Indigo qui sont des exponentielles, et vous voyez en Chine, dans les principales villes de Chine, donc c'est des triggers quasiment à la verticale. Donc vous comprenez que les nouveaux pays, en tout cas les pays qui ont émergé, on ne parle plus de pays émergents, adoptent l'innovation beaucoup plus vite que nous. Qu'est-ce qui se passe? Software is eating the world, vous remplacez software par data, par IA, ça fonctionne. Aujourd'hui, à droite, vous voyez le cadre noir qui est extrêmement impressionnant. L'investissement du venture capital, donc des fonds privés, dans l'intelligence artificielle dans le monde, c'est 48% en Chine, c'est 38% aux États-Unis et 14% pour tous les autres pays du monde, parmi lesquels l'Europe et parmi lesquels encore la France. Donc vous voyez avec ces chiffres le fossé gigantesque qui est en train de se creuser maintenant, parce que ce sont des investissements actuels, dans l'intelligence artificielle qui est la nouvelle frontière, qui crée les nouvelles barrières à l'entrée de l'économie de demain, celle qui va permettre à vos enfants et aux miens de bosser peut-être en Europe un jour. La bonne nouvelle, c'est que l'innovation se renouvelle sans cesse, donc il ne faut pas pleurer, il faut se mettre au travail, mais par contre, l'IA est extrêmement... va créer ces barrières à l'entrée et ces fossés de manière extrêmement profonde. Alors ça, c'est l'investissement privé, le venture capital. Mais alors si vous regardez l'investissement public, parce que vous me direz, oui, mais nous, on investit beaucoup par la puissance publique, c'est pire. Hein, c'est pire, puisque la Chine, démocratie organisée, ils ont des plans quinquennaux sur l'IA, et alors c'est encore pire. Donc, voilà. Donc il faut quand même se bouger. Et l'IA, clairement, alors, dans la liste de que se passe-t-il dans le monde aujourd'hui, donc software a mangé la valeur, vous l'avez vu avec le classement, l'IoT, tout devient connecté, absolument tout, vous le savez par cœur, la data, c'est le nouveau pétrole, le cybercrime, l'interlocuteur précédent en a fait un tableau extrêmement explicite, et ce que je retiens, moi, c'est que l'IA, c'est la nouvelle interface. AI is the new UI. AI is the new UI. Et ça, c'est extrêmement puissant pour les designers parce que par la voix, par le texte, et par la voix, c'est encore beaucoup plus intéressant parce que les humains utilisent la voix depuis 120 000 ans, donc c'est assez naturel. Et les enfants qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, qui n'ont pas de smartphone, savent utiliser leur voix très bien. Ils peuvent parler à un assistant qui, comme le réseau, va devenir immersif. C'est-à-dire qu'on va être immergé, non seulement dans du réseau, d'ailleurs, quand vous vous connectez avec votre téléphone, votre tablette, je ne sais quoi, votre voiture au réseau, vous vous moquez de savoir. D'ailleurs, ma vieille maman ne sait jamais si elle est sur du Wi-Fi, de la 4G, peu importe, ça marche ou ça ne marche pas. C'est très bien, on va sélectionner le meilleur réseau. Demain, on aura le même rapport à l'assistance virtuelle qu'au réseau. Il faudra que ce soit disponible tout le temps, au meilleur débit, avec une bonne latence, une bonne réactivité, et de manière totalement immersive, où que je sois, et de manière totalement sécurisée, évidemment. Avec le temps réel, le futur des apps, c'est pas d'app. Vous avez, comme moi, 350 apps sur votre smartphone, totalement archaïque. Probablement que demain, on aura un maximum de 5 apps, qui en fait seront plus des apps, seront plutôt des interfaces qui vont permettre d'accéder aux services. C'est un peu l'image de Google comme moteur de recherche. Je n'avais plus besoin d'avoir des signets, je tapais dans Google ce que je cherchais, et c'est parti. L'IA va me permettre ça sur tous les services.
Et le concept de microservices et d'API, qui sont des connecteurs informatiques, permettent de décomposer de manière cellulaire tous les développements et de les appeler à la demande en fonction du contexte. La puissance est en train de se distribuer des institutions vers les communautés. Je crois que c'est l'actualité en France qui est malheureuse, mais le montre tous les jours un peu plus. Et puis blockchain et everything as a service, on va pouvoir sécuriser et rendre transparent la confiance et la contractualisation de confiance entre tous les acteurs, économiques ou pas. Voilà, ça c'est aujourd'hui ce que vous avez, plein d'apps, totalement archaïques, puisque évidemment ces apps ne savent pas si vous êtes grand ou petit, si vous êtes un homme ou une femme, si vous aimez le gluten ou pas très bien. Et donc demain, on va accéder à un monde où la data va permettre l'ultra-personnalisation de la relation, et l'IA va enlever les coutures de toutes ces applications. Vous n'allez plus vous demander est-ce qu'il faut que je passe par Voyage SNCF, par Capitaine Train, par Uber, etc. J'ai besoin d'aller à un point A, un point B, trouve-moi la meilleure solution, sachant ma personnalité. D'ailleurs, j'expliquais ça avec les gens de Sud-Ouest, et c'était un exemple qui était assez simple à saisir et très utile. Vous êtes 3, vous voulez déjeuner, vous n'allez pas vous en occuper, vous allez demander à vos assistants virtuels, à chacun de nous 3, de gérer l'organisation de ce déjeuner. Il saura que vous êtes intolérant au gluten, que je ne supporte pas la cuisine vietnamienne, en tout cas pas trop épicée, et que vous avez besoin d'être 10 minutes après le repas dans un rendez-vous qui doit être suffisamment proche du restaurant. Et ils vont optimiser ça, les 3 assistants virtuels. Nos 3 assistants virtuels vont se débrouiller à organiser ce déjeuner dans les meilleures conditions. Ce que je décris là a l'air génial et futuriste. En fait, c'est extrêmement simple à réaliser dès aujourd'hui, et c'est typiquement le type de use case dont on va avoir besoin tous les jours, quasiment à chaque seconde, en anticipant ce qui va se passer dans une seconde, dans une minute, dans une heure, dans une journée. Voilà, AI is the new UI. J'ai été suffisamment lourd dessus. Maintenant, je vais vous donner, pour terminer, quelques exemples de ce que l'on fait chez Orange. Alors, comme je vous l'ai dit, l'innovation chez Orange est ouverte. On parle d'open innovation, mais ce n'est pas un mot washing word, c'est vraiment une réalité. C'est-à-dire que moi, culturellement, quand je suis arrivé à l'innovation, j'ai expliqué à mes équipes, je leur ai dit, dès que vous voulez faire quelque chose, il faut trouver les briques qui vous permettent de le faire le plus vite possible. Si ces briques sont à l'extérieur de l'entreprise, c'est parfait. Il va falloir me démontrer, si vous voulez les reconstruire à l'intérieur, que vous ne les trouvez pas ailleurs, déjà faites. Et si vous arrivez à me le démontrer, OK, on vous donnera du budget pour le faire. En général, c'est extrêmement difficile à démontrer. Et donc, il faut travailler plutôt à assembler les briques de sociétés plus innovantes que nous, il ne faut pas avoir peur de le dire, plus agiles, des startups, des entreprises qui sont sur le monde entier, en fait, pour accélérer. Ceci est un exemple. Alors, bon, le schéma n'est pas très intéressant à regarder, il est un peu moche, mais je vais vous l'expliquer. Avec des mots, c'est beaucoup plus simple. C'est un portail qui permet à toutes les entreprises, vous pouvez l'utiliser demain si vous voulez, de créer leur bot à la demande. On a besoin de se servir de tout à la demande. Et créer son bot à la demande, soit pour automatiser son service client, son service après-vente, ses informations, enfin bref, n'importe quelle tâche, interne ou externe, vous pouvez le faire grâce à ce bot portal as a service. On a fait ça avec Smartly.ai, qui est une start-up française extrêmement talentueuse, qui a un moteur d'intelligence artificielle. On a assemblé des données de language processing, de texte, des bots derrière par compétences. On a mis ça sur un cloud sécurisé d'Orange et on a créé de façon extrêmement rapide un portail qui permet à n'importe quelle organisation de créer son bot à la demande sans compétences techniques particulières. Qu'est-ce qu'a fait un exemple? Alors j'aime beaucoup cet exemple de la CNAV. Alors il ne faut plus dire CNAV, mais enfin c'est l'assurance vieillesse. Hein. Alors la CNAV, j'aime beaucoup cet exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas imaginer ou taxer les retraités d'être des super geeks. C'est-à-dire qu'en gros, si ça marche avec les retraités, c'est que ça marche, quoi. Parce qu'eux, ils ne sont pas nés dans la génération Internet. Eh bien, figurez-vous que le bot que la CNAV a créé grâce à ce portail de bot que je viens de décrire, première semaine d'usage, et vous pouvez retrouver ça si vous googlez l'interview du patron de la CNAV qui explique ça mieux que moi, première semaine d'usage, 1 million de requêtes. 1 million de requêtes de retraités.
Et ce qu'adorent les retraités, c'est pouvoir avoir toutes les informations qu'ils veulent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, de manière extrêmement simple, sans avoir besoin de se coltiner la hotline, d'attendre, d'écouter la musique infernale, etc. Voilà. Et donc ça, c'est quand même... Et on est monté maintenant en rythme de croisière à 2,5 millions de requêtes par mois qui sont automatisées. Orange Bank, la banque d'Orange, vous savez qu'Orange a lancé une banque, sauf si vous étiez parti dans un pays étranger pendant très longtemps. Eh bien, la banque d'Orange, 80% des requêtes clients à la banque sont traitées automatiquement par un bot qui s'appelle Jingo, qui est l'assistant virtuel d'Orange. Et 80% sont traités définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de handover, il n'y a pas de relais vers l'humain. Ce qui permet à nos opérateurs très humains, eux, et doués d'une intelligence et d'un cerveau très développé, de traiter les 20% et d'y prendre un peu plus de temps que ce qu'ils auraient pu faire s'ils avaient dû traiter 100% de l'assiette initiale. Ça permet de générer quoi? Un peu plus d'empathie, un peu plus de relations humaines. Et comme l'a dit très bien un intervenant de ce matin, nous sommes des êtres éminemment sociaux et donc le lien social est fondamental à retrouver. Je pense que l'IA peut nous aider à nous refocaliser sur les sujets qui à la fois sont intéressants pour les personnes d'Orange et dont le client a vraiment besoin. Un autre exemple, c'est Jingo, donc c'est l'assistant virtuel d'Orange. Alors, l'assistant virtuel Jingo, donc je vous ai dit qu'il était dans l'application de la banque depuis son lancement. Il est aussi dans l'application télé d'Orange depuis presque 3 ans maintenant. Et en fait, on regarde un peu ce que les clients demandent à Jingo. Alors évidemment, ils demandent « Mets France 2 »,« Mets plus fort »,« Dis-moi s'il y a du foot ce soir », enfin voilà. Mais ils demandent plein d'autres trucs. Et donc, on sait déjà à l'avance ce qu'il faut qu'on mette comme service et ce que les clients attendent de la part de Jingo. Et alors, comme on le disait tout à l'heure, l'IA, c'est une histoire de géants. Ce sont des batailles de géants. Vous avez vu que c'est en gros une bataille entre Américains et Chinois, avec l'Europe qui est une terre de conquête au milieu. Je suis à peine caricatural. Et bien sûr, Jingo, pour éviter d'être des nains dans ce débat, nous avons décidé de nous allier à Deutsche Telekom. Et donc, notre plateforme d'IA chez Orange, que ce soit le hardware que vous avez vu, l'applicatif qui est accessible via les apps, mais aussi via la télécommande, puisque nos télécommandes maintenant sont équipées d'un micro. Et puis toute la partie software qui est l'essentiel des développements, les algorithmes, la sécurité, l'orchestration, les bots derrière, le traitement du langage et du texte. Tout ceci a été mutualisé à 100% entre les Allemands et les Français. Moi, je suis très fier de ce projet. Alors, vous voyez Tim Hudgus, le patron de Deutsche Telekom, et Stéphane Richard, le patron d'Orange, côte à côte en décembre au Show Hello, qui est le keynote innovation du groupe, qui explique qu'en fait, ils ont complètement fusionné leur budget, les plateformes. Donc, on a la même plateforme, le même produit, les mêmes outils. Et comme Deutsche Telekom et Orange sont très complémentaires en Europe, on a une vocation de reach européen, donc continental, ce qui est la maille minimale pour réussir en matière d'innovation logicielle aujourd'hui. On travaille pour muscler Jingo avec des gens fantastiques. J'ai dit qu'on était vraiment sur le principe de l'open innovation. Je vais vous montrer une vidéo qui est assez marquante, que j'ai tournée, alors peut-être pas celle-là, mais en tout cas celle qui avait juste avant, au CES de Las Vegas il y a 2 ans, en rencontrant la personne que vous voyez là, qui est un Américain, qui est le patron de la société SoundHound, qui est devenu une licorne entre-temps. À l'époque où je l'ai rencontré la première fois, il était loin de ça. Et vous allez voir, et donc on a décidé de bosser avec eux. On bosse avec des startups françaises, j'en ai cité quelques-unes, mais celle-là est assez impressionnante dans le genre. Alors il faut mettre le son à fond par contre, si la régie peut... Ouais, allez, c'est parti. Il faut vraiment mettre le son à fond. Par contre, il faut la rejouer. Parce que, on va la rejouer. Parce que là, vous avez tout loupé. Hop. Alors, c'est parti. Alors, écoutez bien. Il va même si vous ne parlez pas anglais, c'est pas grave, il exprime une requête. Il va demander un truc hyper compliqué. Show me hotels in San Francisco for tomorrow, staying for 3 nights that cost between $200 and $500 a night and are pet-friendly and have a gym and a pool. Showing 10 results with availability in San Francisco for tomorrow, December 8th, staying for 3 nights between $200 and $500 per night that are pet friendly, have fitness facilities, and have a swimming pool. So again, it was one query with multiple criteria. Voilà, il a demandé un hôtel avec plein de critères
le prix, la proximité à l'aéroport, le fait qu'il y ait une piscine, etc. Et le truc répond instantanément, extrêmement rapidement. Voilà. Tous ceux qui vous disent l'intelligence artificielle, finalement, ça sert à rien ou c'est pas très évolué, etc. Parce qu'il y a des grandes thèses en ce moment, il y a même des bouquins, il y a même des gens qui passent à la télé sur ce credo, on en parlait tout à l'heure. Moi, j'adore ces gens-là, mais en plus, ce sont des grands experts du domaine. Mais sans jouer sur les mots, on peut vraiment se simplifier la vie, un truc de dingue, quoi. Et la rapidité de la réponse est juste incroyable. Voilà, donc quand on arrive à rendre ça à n'importe quel humain dans une situation quelconque de la vie courante, je pense qu'on a quand même quelque chose de génial à aller chercher. C'est mon dernier slide. Super, il vous reste 2 minutes. Tu vois, je te sentais. Hein. Ouais. Ouais, Je commençais à piaffer. Je t'ai vu venir. Je sais pas, j'ai un œil sur le côté là. Voilà, ça c'est un concept. Un concept d'innovation dans le futur, donc qu'on a fait fonctionner. Donc c'est pareil, on arrive à faire fonctionner ça. Donc c'est un miroir qui va avoir une fonction de miroir. Mais le matin, en général, quand vous partez, je ne sais pas vous, mais bon, vous regardez au moins dans une glace, alors peut-être dans la salle de bain, peut-être dans l'entrée, peu importe. Mais il va vous reconnaître, évidemment, c'est ultra simple. Il va savoir si vous êtes de bonne humeur ou pas. Et il va vous donner tantôt le calendrier de la journée, votre agenda, ce qu'il ne faut pas que vous oubliez, le concert de la petite, le repas à midi, etc. Ou s'adapter à un enfant en lui faisant des blagues ou un petit jeu mnémotechnique. Et tout ça par la voix, par l'image, et un combiné de texte, d'images, de sons, et sur des écrans extrêmement variés. Voilà, donc n'oubliez pas en matière d'innovation, les vaches sacrées, il faut savoir les tuer. Donc ma vache sacrée que j'ai essayé de tuer chez Orange, c'est le Not Invented Here. C'est aller chercher l'innovation là où elle se trouve, c'est-à-dire à l'extérieur de l'entreprise, beaucoup plus qu'à l'intérieur, par construction même, hein, ça n'a rien de choquant de dire ça. Et puis la deuxième chose, c'est que pour faire de l'innovation, il faut avoir du courage, donc ayez-en, et puis disruptez-vous avant que d'autres s'en occupent à votre place. Merci. Oui, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Luc Breton. Merci. Thierry Berthier nous avait prévenu, nous avait un petit peu inquiété aussi, puis Luc Breton nous a un petit peu rassuré quand même. Mais j'aimerais pas être dans la peau du petit manchot avec sur l'ours blanc quand même. Hein. L'IA, c'est très positif. Clairement.